Bon. Donc on peut commencer cette quatrième et dernière table ronde de la journée que j'ai le plaisir de modérer. Et donc qui porte, j'avais un peu conçu finalement quand je vous avais dit la journée comme un itinéraire en arrière d'aujourd'hui vers les temps, disons les années 20, 30, disons la formation de Canguilhem. Donc d'une certaine manière, comme je vous avais expliqué, c'était un peu forcé, c'est-à-dire que les thèmes qui élaborent la formation de Canguilhem pendant les années 30, 40 et 50 continuent pendant toute sa trajectoire intellectuelle. Donc j'ai donné comme titre pédagogie, résistance, enseignement, si je me rappelle bien, ou institution. Donc c'est un peu à cheval entre pédagogie, sociologie des intellectuels. Donc j'avais pensé justement de convier à cette table ronde Xavier Roth, qui est ici assis à côté de moi, qui a publié ce livre récemment, il y a 2 ans déjà, je pense, sur l'unité de l'expérience chez Canguilhem, chez Vrin, qui prend en compte notamment son passé d'élève d'Alain, de professeur de lycée, puis ensuite professeur universitaire, et puis Gisèle Sapiro, qui est ici au centre parmi nous, qui est sociologue à l'école des hautes études, que j'avais convié notamment en pensant à son travail qui était d'ailleurs un travail de thèse au début sur la guerre des écrivains. Et puis finalement, Jean-Louis Fabiani, qui est aussi lié à l'école des hautes études, mais aussi à la Central European University de Budapest, qui a écrit 2 livres de sociologie des philosophes français, donc le désormais ancien, mais aimé par tout le monde, apparemment, les philosophes de la République, et le plus récent, qu'est-ce qu'un philosophe français? Donc je propose qu'on commence par Xavier et qu'on procède comme on a procédé jusqu'à maintenant. Donc je te passe la parole. Donc Xavier enseigne à l'université de Grenoble et j'ignore si tu travailles encore sur Canguilhem ou si tu penses le travailler. Mais voilà, merci. Bien. Alors je vais commencer évidemment par remercier Giuseppe pour cette invitation. Je suis très touché. Alors, pédagogie, engagement et politique. Alors, je souhaiterais répondre à la commande que tu nous as passée, Giuseppe, en commentant une formule de Canguilhem. Jean-François, ce matin, évoquait l'éthique discrète du personnage, au sens où cette formule de Canguilhem, son importance est inversement proportionnelle à la place qu'elle occupe dans le texte du traité de logique et de morale. Je voudrais effectivement commenter une note de bas de page qui se trouve à la page 639 du tome 1 des œuvres complètes. On est donc en 1939 et si je grossis la formule qui se situe donc en bas de la page, qu'est-ce que la philosophie? Et on reconnaît le style inimitable de Canguilhem là-dedans, donc on est à peu près sûr que la formule est de lui. Un examen au point de vue normatif d'une discipline quelconque. La concision de la formule mérite quelques explicitations. Plus je lis Canguilhem, plus je suis convaincu qu'il consultait régulièrement le dictionnaire pour le choix des termes qu'il emploie. Et je suis à peu près certain que pour ourdir cette formule, il a consulté le dictionnaire. Alors je me permettre de décomposer. Examen. Je commencerai donc par rappeler qu'examen est emprunté du latin examen, aiguille d'une balance, action de peser, contrôle, de exigérer au sens de peser. De là la définition que propose le Trésor de la langue française informatisée. Examen, je cite donc le Trésor de la langue française, action de peser les éléments d'un problème, d'un fait, pour apprendre, comprendre ou agir au mieux. On se souvient que dans Les Marchands de sommeil de 1904, texte fétiche du jeune Canguilhem, Alain affirme que penser c'est peser. Formule qu'il reprendra en 1953 dans l'édition posthume des définitions. Penser c'est peser ce qui vient à l'esprit. En 1952, Canguilhem reprend
penser, c'est peser, dans l'introduction à la connaissance de la vie, dans le premier texte qui s'appelle La pensée le vivant, je crois. Examen, donc, peser, action de peser. Au point de vue normatif. Alors, au point de vue normatif, Canguilhem et Planet entendent explicitement un genre, donc un genre, une catégorie, regroupant, je cite, méthodes, règles, idéaux, valeurs et normes. Enfin, discipline quelconque, on retrouve ici une idée forte du Canguilhem de la maturité, à savoir qu'en philosophie, il n'y a pas de ségrégation. La philosophie est un projet qui concerne une totalité. Et en ce sens, la formule est connue, toute matière étrangère lui est bonne. Donc si je ramasse mes définitions, qu'est-ce qu'on obtient ? Si la philosophie est un examen au point de vue normatif d'une discipline quelconque, alors philosopher, c'est au sens littéral, peser, c'est-à-dire juger les règles et les valeurs implicitement incorporées dans une activité humaine ou une institution sociale quelconque. Par où l'on voit qu'en 1939, la philosophie pour Canguilhem est essentiellement analyse réflexive. Philosopher, c'est une activité qui s'effectue, je dirais, en au moins 2 temps. Philosopher, c'est comme dit Canguilhem, je cite, « faire paraître les règles et les valeurs impliquées dans une activité humaine quelconque. » Deuxième moment de la philosophie, une fois que le philosophe a fait paraître les valeurs, on va juger ces valeurs relativement à une fin que se propose librement l'esprit humain. Je ne peux pas m'empêcher ici de rappeler la définition de Kant, initiateur de la démarche réflexive pour les néo-kantiens français, Lachelier, Boutroux, Lagneau, donnait de la philosophie. La philosophie, dit Kant, est la science du rapport de toute connaissance aux fins essentielles de la raison humaine. L'objet propre de la philosophie, et ça Canguilhem n'en démordra pas, ce n'est ni le vrai, ni le bien, ni le beau. La valeur qui correspond à la philosophie, c'est celle d'unité. L'examen au point de vue normatif a pour finalité l'institution d'un rapport harmonieux, harmonieux c'est de Canguilhem le terme, entre les différentes fonctions spirituelles. Voilà ce qu'il en est du point de vue de la théorie. Qu'en est-il de la pratique ? Alors je voudrais illustrer donc, en quoi consiste concrètement un examen normatif, du moins un examen au point de vue normatif d'une discipline quelconque, par le traitement qui est réservé à la science dans le traité de logique et de morale. Alors, dans la première partie consacrée à la logique, on voit donc Canguilhem et Planet se livrer à un examen au point de vue normatif de ce qu'ils appellent donc la science, pas les sciences. On est en 1939, Canguilhem parle encore de la science. Et l'analyse réflexive, c'est-à-dire l'examen au point de vue normatif de la discipline scientifique, révèle la chose suivante. Une fois que l'esprit a librement choisi d'orienter ses efforts dans le sens de la connaissance du réel, il se soumet alors à un, je cite, règlement rationnel, une méthode donc, que Canguilhem appelle postulat de vérité. Ce postulat de vérité, on le trouve page 644. Ce postulat consiste, vous le voyez, en un triple énoncé prescrivant, je cite, les conditions formelles de la connaissance scientifique. Premier énoncé. Une nature existe indépendante de toute affirmation. Deuxième énoncé. Notre esprit peut produire des affirmations soit conformes, soit non conformes à leur prétexte objectif ou naturel. Troisième et dernier énoncé. L'affirmation théoriquement légitime est celle qui est vraie, c'est-à-dire conforme à son objet. Voilà ce que révèle donc l'examen au point de vue normatif d'une discipline quelconque, en l'occurrence la science. Alors commentons le premier énoncé. Le premier énoncé postule l'existence d'un réel distinct de la pensée. Le troisième énoncé formule quant à lui une obligation. N'oublions pas qu'Canguilhem est un élève d'Alain pour qui il y a un libre jugement. L'énoncé 3 donc formule une obligation.
l'obligation, une fois que l'esprit a choisi la connaissance comme finalité de sa propre activité, l'obligation de subordonner la pensée au réel. Quant à l'énoncé 2, il formule la possibilité de l'erreur. Et on le voit dans le traité de logique, le poids accordé par Canguilhem et Planet à cet énoncé est absolument considérable. Pourquoi ? Parce que son respect est le critère sur lequel va s'établir pour Planet et Canguilhem la distinction entre la fonction scientifique et les autres formes de conscience non moins légitimes de l'esprit humain. Si le faux, c'est-à-dire la non-conformité de l'énoncé au réel, est une valeur négative dans la perspective normative de la fonction scientifique, Canguilhem et Planet remarquent qu'il en va tout autrement pour la forme propre de la conscience esthétique. Page 965. Dans l'art, écrivent-ils, c'est l'esprit qui doit se soumettre à la nature et non l'inverse. La primauté accordée au réel par l'esprit scientifique se voit renversée, voire même inversée, dans la perspective esthétique, où le réel n'a pour cette forme de conscience que la valeur d'un moyen, à savoir le moyen de la libre expression de l'esprit créateur. Et Canguilhem de citer alors, pour illustrer son propos, c'est-à-dire ce renversement axiologique, le mot de Mallarmé, pour qui tout existe pour aboutir à un livre. La nature subordonnée à l'esprit. Voilà, rapidement et sans doute trop brièvement, une esquisse de ce que Canguilhem considère comme un examen au point de vue normatif d'une discipline quelconque, en l'occurrence la science. Alors, pour avoir une présentation plus complète de cet examen, on se reportera au chapitre 4, toujours de la première partie du traité de logique, où les auteurs étudient, je cite, sous un angle qui doit être normatif et non simplement empirique, les conflits jugés normaux entre science et religion d'une part, science et technique d'autre part, et enfin science et art. Par où l'on voit, je dirais que pour Canguilhem, ce que Aristote dit de l'être en général vaut pour la conscience humaine en général, à savoir que la conscience humaine, pour le Canguilhem du traité de logique et de morale, se dit en sens multiple. D'où les polémiques plus ou moins latentes entre les différentes fonctions légitimes de l'esprit. En 1938, au moment donc où Canguilhem rédigeait les chapitres du traité de logique et de morale avec Planet, il se plaçait explicitement sous l'autorité de Bergson pour définir la philosophie comme, je cite, « l'ambition d'une expérience intégrale ». Or, il me semble qu'une telle aspiration à l'unité de l'expérience éclate dans le souci d'articuler, pour reprendre le thème de notre table ronde, pédagogie, engagement et politique. Je m'explique. C'est là où je vais vraiment faire le lien avec le thème de la table ronde. Canguilhem ne s'interroge pas seulement sur les conditions qu'on pourrait dire réflexives de l'examen au point de vue normatif d'une discipline quelconque. Il va s'interroger sur ses conditions institutionnelles. Ayant défini la nature de l'exercice philosophique, donc l'examen au point de vue normatif d'une discipline quelconque, il va questionner ensuite les conditions politiques et institutionnelles sous lesquelles un tel examen normatif est possible. Parce que la philosophie consiste essentiellement en un examen normatif, c'est-à-dire polémique, son existence à la philosophie pose de fait un problème politique, le problème de la concurrence, voire du conflit, entre la philosophie, d'une part, et les autres systèmes d'organisation collective des intérêts humains, que sont les institutions politiques et religieuses. Et la raison d'un tel conflit tient à la nature même de la philosophie. Parce qu'à la différence des autres institutions sociales, la philosophie est, comme le dit le cours de 1942 sur les normes qui ouvre le tome 4 des œuvres complètes, la philosophie, à la différence donc des autres institutions, est essentiellement une recherche individuelle. Nul ne saurait effectivement déterminer a priori, en extériorité, des situations où les normes sont vécues, ce qui fait pour un individu la normalité de son existence.
C'est pourquoi l'examen philosophique débouche nécessairement, selon Canguilhem, sur des normes individuelles, c'est-à-dire au fond un engagement personnel. La philosophie, dit Canguilhem dans le cours de 42, est une activité asociale. Ce qui pose dès lors pour lui la question du lieu, au sens de l'institution, où une telle activité asociale puisse avoir lieu. Pour être authentiquement philosophique, l'examen au point de vue normatif d'une discipline quelconque ne doit pas être lui-même normé, c'est-à-dire surdéterminé, par le cadre institutionnel de la discipline qui se propose justement de juger. Ici comme ailleurs, la philosophie ne peut pas être juge et partie. Dans le rapport, là encore publié dans le tome 4 de l'enquête UNESCO de 1952, Canguilhem remarque la chose suivante. Un enseignement dirigé des mathématiques garderait quelques rapports avec les mathématiques, tandis qu'un enseignement de la philosophie, dès qu'il n'est plus libre, rompt toute relation avec la philosophie. Il n'y a dans cette rupture ni magie ni mystère. La philosophie est d'essence contre quoi nulle institution ne peut prévaloir. Par où l'on voit chez Canguilhem que l'exercice de la philosophie réclame, à titre de condition de possibilité, une institution sociale qui valoriserait paradoxalement le caractère asocial de la philosophie, c'est-à-dire fondamentalement sa dimension critique. Et pour Canguilhem, la seule institution qui garantisse l'insubordination de la norme philosophique à une norme économique, politique ou religieuse, c'est l'école. Alors, le caractère atypique attribué par Canguilhem à l'institution scolaire avait déjà été repéré en 1998 par Guillaume Leblanc dans le commentaire qu'il fait du texte de 90 évoqué ce matin par Jean-François. Qu'est-ce qu'un philosophe en France aujourd'hui? Alors Canguilhem il loue dans ce texte l'étude selon lui très réussie de mon voisin, de Jean-Louis Fabiani, sur les philosophes de la République. Pourquoi? Parce que cette étude a su précisément, selon Canguilhem, mettre l'accent sur l'aspect institutionnel initial de l'enseignement de la philosophie, en l'occurrence le caractère public de l'enseignement philosophique. Parce que la philosophie est un examen au point de vue normatif d'une discipline quelconque, il ne saurait ni y avoir de philosophe écrivain, sans rapport à une discipline quelconque qui agirait comme une force de rappel. Le philosophe écrivain, c'est en gros celui qui subordonne la norme philosophique à l'agrément. D'autre part, il ne saurait pas non plus y avoir de philosophe directeur général d'une société à but lucratif, pour qui l'examen philosophique est ici surdéterminé par les normes économiques. Pour Canguilhem, en revanche, il y a un type de philosophe, celui de philosophe professeur. Et cela tient au fait qu'institutionnellement, le philosophe professeur mène son examen normatif dans cet espace social atypique qu'est l'école publique. À l'école, nulle subordination d'un norme philosophique à une norme exogène. Alors, j'aimerais brièvement indiquer en quoi cette thèse me semble être un héritage d'Alain. On en a une trace dans un compte-rendu de 1933 où Canguilhem commente les propos sur l'éducation d'Alain et il retient principalement l'idée suivante. Alors, je vous ai mis la citation. « C'est le mérite et l'originalité les moins contestables de la doctrine d'Alain, dit Canguilhem, que de défendre l'école comme institution indépendante, suffisante à soi, dont la fin n'est dans aucune institution autre, ni famille, ni patrie, ni société économique. La fin de l'école, c'est d'élever l'homme au-dessus de toute institution, c'est de préparer l'homme à se faire le juge de toutes les valeurs. » Fin de citation. Comment l'homme peut-il se faire juge de toutes les valeurs? Précisément au moyen d'un examen au point de vue normatif d'une discipline quelconque. Et la mise en œuvre d'un tel examen n'est possible, selon Canguilhem, qu'à l'école, institution, pour reprendre l'expression d'Alain, indépendante des normes sociales qui se disputent la direction et le sens de la vie collective. De là l'hostilité d'Alain, sans doute injustifiée, envers l'apprentissage, l'enseignement technique. À l'atelier, dit Alain, l'apprenti est moins soumis à la norme éducative qu'à la norme technique et de proche en proche à la norme économique.
L'école, au contraire, c'est une institution qui prépare paradoxalement ceux qui la fréquentent à la critique de toute institution, y compris l'institution scolaire. L'école, écrit Canguilhem, est par essence le sanctuaire de la liberté. Alors, la suite de mon propos, c'est une piste de recherche que j'ai trouvée très récemment, donc pardonnez-moi le caractère peut-être un peu trop abrupt. En 1944, en 1944, à l'occasion d'un compte-rendu pour les études de métaphysique et de morale d'un ouvrage intitulé « L'éducation de demain », Canguilhem déclare « L'éducation est un devoir permanent. Il n'y a point dans la vie humaine de moment où elle prenne fin. Par suite, dit Canguilhem, aucune institution sociale n'est digne de limiter et d'arrêter le développement humain, de se présenter pour lui comme une forme définitive. Toute institution peut et doit être dépassée par l'individu. L'école, la philosophie, l'éducation en général ont pour Canguilhem une seule et même fin, la compréhension et la libération de l'individu. » Alors, et ça sera ma conclusion, si on cherchait maintenant à retracer la source philosophique de l'engagement de Canguilhem en faveur de l'individu contre les institutions, il me semble qu'on pourrait la trouver dans la fameuse controverse qui opposa Durkheim à Lachelier, le maître des maîtres de jeunesse de Canguilhem. La controverse eut lieu en 1913, lors d'une séance de la Société française de philosophie. La discussion porte alors sur le problème religieux et la dualité de la nature humaine. Contre Durkheim, qui voit dans la société, je cite, une sorte de Dieu mortel, Lachelier oppose ce qu'il appelle la vraie religion, caractérisée, je cite, par un état d'âme qui ne relève d'aucun groupement, qui ne procède d'aucune action de la société sur l'individu. Lachelier poursuit et répond à Durkheim. Je vois bien que la société obtient de nous obéissance et assentiment, qu'elle nous persuade et nous entraîne, qu'elle soulève parfois en nous un véritable enthousiasme. Mais cela n'a rien de commun avec la religion proprement dite. La religion ignore et contredit le groupe. Elle est un effort intérieur et par suite solitaire. C'est en substance le reproche qu'adresseront Alain et le jeune Canguilhem à Durkheim et son école. Le reproche, en gros, c'est que Durkheim neutralise par sociologisme, par, je cite, dogmatisme sociologique, cet effort intérieur et par suite solitaire que constitue pour Alain et Canguilhem le jugement. Prenant acte en 1931 de l'infléchissement orchestré par Alp Vax de la sociologie durkheimienne dans le sens d'une prise en compte justement de l'individualité, Canguilhem se félicite, je cite, « Peut-être va-t-on enfin admettre que la société, comme toute autre réalité, a exactement la valeur que lui confère un esprit. » Je vous remercie. Merci Xavier. Je pense qu'on aura beaucoup à réactualiser cette controverse Lachelier-Durkheim, 100 ans, un peu plus, 102 ans après. Et donc je me dis qu'il faudrait peut-être passer la parole à Gisèle Sapiro et puis on va discuter à la fin de la table ronde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de m'avoir associé à cette journée. Je ne suis pas du tout spécialiste de Canguilhem, donc je demande votre indulgence et aussi vos réactions. Évidemment, c'est plus au titre de mon travail sur la question de la résistance, l'engagement sous l'occupation que j'ai été invitée par Giuseppe à faire cette réflexion qui est très préliminaire parce que voilà, j'ai travaillé sur les écrivains et je pense que c'est pas tout à fait les mêmes problématiques que sur les philosophes. Et je vais faire, je l'annonce, du sociologisme, mais je vais le faire avec Canguilhem qui parfois se révèle plus sociologue qu'il ne le pense. Je parle de son texte d'hommage à Cavaillès où il tente de comprendre, je cite,
le philosophe français le plus familier avec les théories logiques, le philosophe français le plus familier avec les théories logiques les plus pures de toute relation à la contingence d'un devenir extra-rationnel allait contribuer pour sa part avec le sang-froid et l'audace conjuguée d'un homme d'action et même par moments d'un homme de main à faire que quelque chose se passe dans le monde où nous vivons. Alors Canguilhem pose ici un paradoxe fondé sur l'opposition entre pensée et action, opposition qui était prégnante dans les représentations de l'entre-deux-guerres en raison de l'expérience du premier conflit mondial qui avait, peut-on dire, en pensant à George Mossé, démocratisé, entre guillemets, les normes de virilité auparavant réservées à l'aristocratie et aux militaires de carrière. Donc cette extension des normes viriles liées à l'action combattante à toutes les couches de la société renforçait d'une certaine manière l'effet de féminisation des trajectoires d'intellectuels que leur activité hors du monde placée en position dominée par rapport à leurs pairs et congénères tournés vers l'action industrielle ou politique. Je renvoie à une analyse de Luc Boltanski à propos du journal d'Amiel dans Actes de la recherche en sciences sociales en 1976. Donc ce sentiment d'infériorité des intellectuels face à l'action, et notamment l'action armée, va se retrouver dans la résistance où vont s'établir spontanément des hiérarchies selon le risque pris, degré de dangerosité des types d'action, ancienneté, les premiers étant ceux qui ont pris aussi le plus de risques, etc. Alors sous ce rapport, Canguilhem, comme Cavaillès, appartient à une minorité statistique. Les intellectuels ayant pris les armes ou ayant participé vraiment à la résistance active, à la résistance armée, sont très peu nombreux. En créant le Front national pour l'indépendance pour la France, le Parti communiste a organisé la résistance civile dans laquelle vont se retrouver nombre d'intellectuels, les écrivains au Comité national des écrivains, les universitaires à l'Université libre qui est pionnière dès la fin 40, des juristes, des médecins, etc. Mais les intellectuels engagés dans l'action armée se comptent sur les doigts de la main. Jean Prévost, mort au maquis du Vercors, René Char, Cavaillès, Canguilhem et quelques autres. Alors ce constat pose la question des choix qui se déclinent en deux volets. Pourquoi choisit-on un camp plutôt qu'un autre? Et deuxième volet, pourquoi choisit-on une forme d'action plutôt qu'une autre? La philosophie individualiste de l'action rationnelle privilégiera des explications finalistes. On sait que la réflexion de Sartre sur la liberté de choix était fortement marquée par l'expérience de la guerre. Dans son texte sur Cavaillès, Canguilhem, en médecin et philosophe des sciences, ne choisit pas cette orientation, mais cherche des facteurs explicatifs du choix de Cavaillès qui sont, à mes yeux, clairement sociologiques et qu'on peut qualifier de disposition dans le vocabulaire de Pierre Bourdieu, qui fut, ce n'est pas un hasard, l'élève de Canguilhem, même si ce dernier récusait toute causalité mécanique pour l'homme comme pour le vivant, ce que Bourdieu d'ailleurs a retenu de son maître. Canguilhem met en lumière plusieurs facteurs explicatifs. Tout d'abord, ce que Bourdieu appellerait l'habitus militaire familial. En effet, donc là, c'est à propos de Cavaillès, lors de sa détention à Fresnes, Cavaillès aurait répondu à la question qui lui était posée de savoir pourquoi vous, professeur intellectuel de grande classe, êtes-vous devenu agent de renseignement et chef de saboteur? Il répond « Je suis officier, fils d'officier. Je continue la guerre avec les moyens à ma portée. Le reste, la politique ne m'intéresse pas. » Rappelons que Cavaillès avait effectué son service militaire comme sous-lieutenant dans une unité de terrailleurs sénégalais, qu'il a été mobilisé en 1939. Donc ce facteur me semble important. Il rappelle que les dispositions à l'action militaire ne sont pas innées, elles ne s'apprennent pas sur le tas. Son inscription dans les dispositions a fortement contribué à ce qu'elle se présente comme un choix possible, voire comme l'unique choix, a fortiori pour un intellectuel, c'est-à-dire un homme ayant fait le choix de l'ascèse intellectuelle, laquelle impliquait un retrait de la vie active, un renoncement à des formes d'action physique intensive comme le sport, et un rapport au temps distancié de l'urgence, de l'action immédiate, c'est-à-dire la scolée. Cependant, à la différence, il y a un article de Pascal Angel qui compare Cavaillès et Rougier, donc auquel je vais me référer. À la différence de Pascal Angel, je ne pense pas que cela suffise à expliquer le choix de la résistance plutôt que, par exemple, la milice. L'action armée, elle avait d'autres formes à l'époque, sans parler des Waffen-SS, mais enfin bon, pour un soldat de l'armée française, c'était plus compliqué. Voilà, et d'autant que l'officier est tenu d'obéir aux ordres, et les ordres là, c'était de cesser le combat. Alors le deuxième facteur que met en avant Canguilhem est la religion, la foi protestante de Cavaillès. Malgré le jeu de mots de Cavaillès, qui lui dit à propos du refus de prêter serment au maréchal, c'est une question de foi,
avec un E, donc en se référant à la phrase de Descartes lorsqu'il raconte à Mérène qu'il est guéri de la chaleur de foie qui lui faisait aimer les armes jeunes. Donc malgré ce jeu de mots, Cavaillès retient la religion, Canguilhem retient la religion comme facteur explicatif de l'attitude de refus intime, je cite, même de résistance déclarée de Cavaillès. Et je souscris à cette hypothèse, à la différence de Pascal Angèle qui l'écarte. Il ne faut évidemment pas en déduire un lien intrinsèque entre la religion protestante et la résistance. C'est la position dominée de la religion protestante en France et son histoire de religion persécutée, dont la mémoire s'est transmise d'une génération à l'autre, qui, à mon avis, explique ces dispositions. Certes, tous les protestants n'ont pas été résistants, mais Canguilhem, et puis là on parle de toute façon en termes probabilistes, mais Canguilhem, lui, est né à Castelnaudary, qui fut un haut lieu de l'hérésie cathare, et d'autre part, ce facteur n'agit pas isolément, mais combiné avec d'autres. Et ce facteur ne suffit d'ailleurs pas à Canguilhem. Oui, j'ai dit Canguilhem, pardon, c'est Cavaillès. Voilà. Ce facteur ne suffit d'ailleurs pas à Canguilhem pour expliquer l'attitude de Cavaillès, car s'il permet de comprendre la réaction immédiate d'opposition de Cavaillès, il ne rend pas compte du passage à l'action armée, comme il le dit, je cite, le moins verbal, le plus exposé, parce que le plus efficace des moyens clandestins de lutte. Et je le cite encore, une chose est de résister en pensée, en parole, par l'écrit, autre chose de déboulonner un rail de chemin de fer, de manipuler un émetteur radiotélégraphique. Alors on voit que la combinaison des deux facteurs, origine sociale et religion, constitue un facteur explicatif déjà assez puissant en termes de probabilité. Il ne s'agit en effet pas de détermination causale, mais de système de facteurs explicatifs en termes probabilistes, à savoir les chances de faire tel ou tel choix. Alors qu'en est-il pour Canguilhem ? Canguilhem n'a pas les mêmes dispositions militaires que Cavaillès. Certes, c'est un sportif, mais c'est surtout un antimilitariste convaincu dès la guerre de 14 et, en bon élève d'Alain, un militant pacifiste dans l'entre-deux-guerres qui appartient au courant du pacifisme intégral. Alors le pacifisme était bien représenté à l'ENS, mais Canguilhem était un des plus engagés parmi les normaliens contre ceux qui rapprochaient la guerre et le sport. Il a protesté que le sport est, je cite, un jeu où on ne triche pas, où il y a, on peut contester ça, où il y a des règles que la conscience suit à tout moment, alors que dans la guerre, la conscience démissionne, hein, dit-il, la fin justifie les moyens. Alors son pacifisme intégral aurait du reste pu, voire dû le mener à la collaboration, comme nombre des tenants de ce courant, à commencer par son meneur, Félicien Chalais, dont il était proche. Et c'est en tant que médecin et intellectuel, d'ailleurs, plus qu'en tant que militaire, c'est pas du tout en tant que militaire, qu'il va s'engager dans la résistance. Donc il est médecin, et c'est en tant que médecin et aussi comme intellectuel, puisqu'il collabore à Libération Sud avec Cavaillès auprès de Dastier de la Vigerie. Alors on voit ainsi comment les dispositions éthiques et les choix politiques antérieurs ont pu conditionner les choix faits sous l'occupation. Dans la population des écrivains que j'ai étudiés, donc 185 écrivains en activité en 40, 3/4 des écrivains ayant appartenu au Comité national des écrivains, donc à la résistance littéraire, avaient participé au mouvement antifasciste. Et c'est bien plus l'antifascisme que le nationalisme qui les conduit à la résistance. Cavaillès, donc là je parle de Cavaillès et Canguilhem, Cavaillès avait été confronté à la montée du nazisme lors de ses séjours en Allemagne et les enquêtes qu'il y avait menées, comme le souligne bien Canguilhem. Le milieu, les réseaux de relations expliquent dans le cas de Canguilhem lui-même la rupture avec le pacifisme intégral entre 1934 et 1936. Nicolas Offenstadt a montré dans son mémoire de DEA que ceux qui restent après cette date sont des intellectuels moins dotés en capital culturel hérité et acquis. Il y avait beaucoup d'instituteurs dans ce groupe des pacifistes intégraux. Alors, évidemment, à l'école normale, on trouvait des intellectuels aux deux extrêmes à l'époque. Hein. On a Brasillac à l'extrême droite, il y a Brasillac, Bardèche, Monnier, il y a Nizan au PCF. Mais quand même, la plupart des normaliens se sont ralliés, comme Canguilhem, à la cause antifasciste. Il était membre du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, qui était bien représenté aussi à l'ENS. Et Jean-François Bronstein mentionne aussi l'importance, dans le repositionnement de Canguilhem vers 1935, du libraire toulousain Silvio Trentin, je ne sais pas comment, professeur de droit et ancien militant antifasciste italien, qui avait démissionné de son poste après l'arrivée de Mussolini au pouvoir et que Canguilhem
Canguilhem fréquentait. Donc il y a ce réseau de relations. Et puis évidemment, il y a Cavaillès lui-même, avec qui il travaille au début de l'occupation à la fac de Strasbourg, qui était repliée à Clermont-Ferrand parce que les Allemands voulaient recréer une fac de Strasbourg, donc allemande, et d'ailleurs voulaient supprimer la fac de Strasbourg à Clermont. Voilà, Cavaillès, avec qui, comme je le disais, il va entrer à Libération Sud. Donc à ces facteurs socioculturels, il faudrait ajouter l'âge, qui constitue un déterminant assez puissant de l'entrée dans l'action clandestine, la propension à prendre des risques décroissants avec le vieillissement social. Ce facteur, donc l'action clandestine, là, ce facteur a été observé de façon assez globale pour la résistance armée. J'ai pu le constater aussi pour la résistance littéraire. Cavaillès et Canguilhem n'ont pas 40 ans en 40 et correspondent donc assez bien à cette population, d'autant que leur position sociale n'est pas encore assise. Cavaillès a soutenu ses 2 thèses en 1937, Canguilhem, de 1 an son cadet, travaille à la sienne, qu'il soutient en 1943. Cela dit, il faut reconnaître que la capacité à préparer une thèse et à enseigner tout en menant une activité résistante n'était quand même pas largement distribuée. Jean Prévost s'engage complètement dans l'action armée après avoir soutenu sa thèse sur Stendhal en novembre 1942, action qui lui sera fatale comme à Cavaillès. Alors Canguilhem ajoute à propos de Cavaillès un facteur supplémentaire qui est à ses yeux le facteur déterminant. C'est dans la rigueur logique qu'il trouve l'unité, je cite, de Cavaillès philosophe et de Cavaillès résistant. Il s'agit ici donc de son ethos professionnel de logicien. Alors pour étayer son hypothèse, il cite une déclaration de celui-ci lors de la même conversation qu'il avait eue avec lui en 1941. Je cite « Toute la sottise malfaisante de l'heure est à base de sophisme. La morale, c'est la rectitude du raisonnement. » Cet ethos professionnel se constitue en morale à travers l'illusio, c'est-à-dire la croyance dans une certaine activité philosophique, la logique, comme source non seulement du vrai, mais aussi du bien. En faisant un facteur explicatif majeur de l'engagement de Cavaillès, Canguilhem montre qu'il partage cette illusion. Ceci soulève, comme pour la religion, la question de l'essentialisme. La rigueur logique est-elle intrinsèquement source d'une morale infaillible ? On peut en douter si on évoque le cas de Louis Rougier, tenant du positivisme logique, rallié à Vichy au même moment, dont Pascal Angèle propose une analyse éclairante par comparaison donc avec Cavaillès. Alors, l'approche relationnelle développée par Pierre Bourdieu nous invite à rompre avec ce type de substantialisme. L'approche relationnelle nous suggère de penser les rapports de force entre spécialités d'une même discipline. Si la philosophie était depuis les débuts de la Troisième République la discipline de couronnement, comme le dit Jean-Louis Fabiani, la logique, la philosophie mathématique et la philosophie des sciences occupaient, et je parle sous son contrôle, une position relativement dominée par rapport à la métaphysique et à la phénoménologie allemande. Certes, Cavaillès et Canguilhem sont tous deux normaliens agrégés. Ces marques d'excellence philosophique les situaient au pôle de la légitimité académique, du côté vraiment de l'école hors du monde. À la différence de Rougier, qui lui n'était pas du sérail, il venait d'une famille de la bourgeoisie catholique lyonnaise, n'était pas normalien. Ses thèses sur le rationalisme et le cartésianisme, auxquels il reprochait d'être égalitariste et d'être à l'origine de la Révolution française, emprunté plus, à mon avis, au théoricien d'action française Pierre Lasserre, auteur donc d'un livre intitulé « La doctrine officielle de l'université » paru en 1911, où il développe précisément cette thèse sur le cartésianisme comme source d'égalitarisme et donc responsable de la Révolution française. Je pense que ça empruntait plus à Lasserre qu'au positivisme logique. Alors, on sait, grâce aux travaux de Stéphane Israël, que parmi les élèves de l'ENS, les scientifiques furent plus nombreux à opter pour la résistance que les littéraires. L'épistémologie et la philosophie des sciences représentaient le pôle le plus scientifique de la philosophie, le plus proche des sciences, se démarquant du pôle spiritualiste dominant. Donc je pense que c'est en ce sens qu'on peut en faire un facteur explicatif, mais bon, c'est une hypothèse que je soumets à la discussion. À la différence de Rougier, Canguilhem était un farouche antipositiviste. Il reprochait aux positivistes leur soumission aux faits. C'était sans doute mal comprendre, mais ça c'est une autre discussion sur laquelle on pourra revenir, le positivisme durkheimien, mais ce n'est pas tout à fait notre objet, enfin mon objet en tout cas ici. Il est intéressant de relever que dans le portrait idéal typique qu'il dresse du collaborateur à la Libération, Sartre reprend cette notion de soumission aux faits pour qualifier l'attitude des collaborateurs. Ils ont accepté la défaite comme une fatalité, c'est ce qu'il leur reproche.
Alors ce texte est de façon ironique un des rares, sinon le seul texte où Sartre se réclame de Durkheim. Il reprend l'explication durkheimienne de la morale, l'explication durkheimienne du suicide par la désintégration, que Canguilhem avait jugé sévèrement pour sa part. Donc il reprend cette thèse pour expliquer, pour rendre compte de la collaboration. Hein. Donc ça serait la désintégration sociale, les collaborateurs ne seraient pas intégrés. Bon, j'ai pu montrer ailleurs que cette explication ne fonctionne pas, au moins pour la collaboration intellectuelle, ils étaient parfaitement intégrés, donc ça ne tient pas. Mais ce qui est intéressant, tant chez Sartre que chez Canguilhem, qui partageaient pourtant une même méfiance à l'égard des explications causales pour rendre compte de l'action humaine, c'est le besoin d'expliquer les choix à cette époque par des facteurs sociaux et intellectuels sans se satisfaire d'une explication intentionnaliste. Voilà. Et en ce qui concerne l'opposition entre pensée et action, Sartre va la résoudre en affirmant que la parole est un acte qui lui permet aussi de surmonter le sentiment d'infériorité de la résistance intellectuelle par rapport à la résistance armée. Cavaillès et Canguilhem l'ont résolu, quant à eux, en les liant intimement dans la pratique, en transférant la pratique de la rigueur intellectuelle à la logique de l'action. Voilà. Merci, Gisèle Sapiro, pour ce portrait de Canguilhem, en fait un sociologue inconscient, malgré lui, d'une certaine manière. Je pense que les deux exposés sont très intéressants mis à côté parce que ça donne beaucoup à penser aux potentialités, aux potentiels d'interprétation et aussi aux ambiguïtés, hésitations de Canguilhem pendant les années 30, 40 et 50. On connaît bien les citations de Durkheim, pas très... Oui, pas très élogieuses exactement, mais en même temps aussi les citations et les éloges de Bourdieu et Passeron et le fait même que d'intituler un manuel le métier, voilà, le fait que Canguilhem puisse parler de métier de philosophe, trace du métier, ça évoque effectivement le livre des années 60 de Passeron et de Bourdieu. Donc je passe sans plus hésiter la parole à Jean-Louis Fabiani. Merci beaucoup Giuseppe de cette invitation qui m'honore et m'inquiète à la fois. Je remercie aussi Gretty Myrdal qui est la maîtresse, la directrice de cet institut et qui me fait l'honneur de m'avoir désigné depuis 4 ans comme le représentant de l'Institut d'études avancées au comité européen EURIAS. Alors, bien entendu, Gisèle vous a demandé de l'indulgence. Je ne ferai pas la même chose. Je suis aussi incompétent qu'elle dans les domaines dont vous êtes les spécialistes. Je ne vous demande pas votre indulgence parce que je sais que je ne l'aurai pas. Et donc, je parlerai de ce que je connais un petit peu en sociologue, c'est-à-dire de l'école. Et Xavier Roth le rappelait. Canguilhem est un grand défenseur de l'école comme une institution paradoxale puisqu'elle échappe aux déterminations de l'extérieur, les déterminations exogènes, et en même temps, elle ne produit pas une culture purement scolaire, puisque justement, elle est l'espace privilégié de la normativité, et penser, c'est peser, mais noter, c'est aussi peser. Alors la discussion que nous avons aujourd'hui est évidemment permise par les nouveaux chemins d'accès à l'œuvre que l'édition en cours des œuvres complètes ouvre. C'est l'occasion d'exprimer ma gratitude aux éditeurs de ce remarquable ensemble dont je tirerai l'essentiel de mes remarques. Alors j'avais, il y a un peu plus de 20 ans, fait, mais pas en philosophe, hein, en sociologue, à l'invitation d'ailleurs d'une petite équipe dans laquelle figurait Gisèle Sapiro, l'entrée Canguilhem pour le dictionnaire des intellectuels du Seuil. Je l'ai relu avec un peu d'inquiétude et je commençais précisément par noter ce que Giuseppe vient d'évoquer, c'est-à-dire le cercle d'hommage que certains philosophes et sociologues, au cours des années 60, ont constitué autour de l'œuvre de Georges Canguilhem, avec un certain nombre de remarques ou de conséquences paradoxales, puisque ces années, et je
donnerai quelques citations qui vous éclaireront. Ces années ont été celles d'une critique radicale de l'école comme un lieu qui ne serait pas un lieu d'autonomie, où l'on échapperait aux déterminations de l'extérieur, mais au contraire, un lieu qui était le lieu de la reproduction, et pire encore avec Baudelot et Establet, l'instrument même du capitalisme. Et donc ce glissement a été opéré par des gens qui n'ont cessé de se réclamer de Canguilhem et qui ont reconstruit, je pense, d'une manière qui est à la fois effective et fictionnelle, une filiation. C'est Charles Wolff qui parlait, je crois, de ce BCF qui nous mène jusqu'à Foucault, à travers une sorte de continuité que Foucault a lui-même thématisée à travers cette notion de philosophie du concept, où il range justement Canguilhem et Cavaillès, et lui-même, Bourdieu, Passeron et bien d'autres. Et donc, comment, au fond, cette relation a été, je pense, complexifiée par l'édition des œuvres complètes, et on voit très bien que, en partie, comme c'est toujours le cas dans l'histoire des mobilisations intellectuelles, évidemment, c'est peut-être un Canguilhem fictif qui a été évoqué par les trois sources que je mentionnais dans l'introduction de ma notice. Le premier, bien sûr, c'est Michel Foucault, La vie, l'expérience et la science, l'introduction à la traduction anglaise, normale et pathologique. Et puis, c'est évidemment les Althussériens, et en particulier le célèbre article de Macheret, qui aurait dû paraître dans Critique, mais qui finit dans La Pensée. Et puis, bien entendu, ce sont les hommages répétés de Pierre Bourdieu, qui fut très longtemps son élève et qui discuta jusqu'à la fin avec lui de manière très, très proche. C'est comme ça que mon petit livre « Les philosophes de la République » a échappé à l'opprobre qui s'était emparé de cette publication, puisqu'en 90, effectivement, l'autorité de Canguilhem a inversé les choses. Et donc, ce qui était un misérable réductionniste, petit objet sociologique inepte, d'après Roger Paul Droit et tous les critiques de la presse, est devenu quelque chose qui a été lu par les philosophes. Alors, ce retournement, ma gratitude est infinie à l'égard de Canguilhem de ce côté-là, mais c'est une autre histoire. Alors, Bourdieu, bien entendu, a reconnu sa dette, mais a aussi évoqué la figure totémique de Canguilhem, ce qu'il a appelé le prophète exemplaire. Toutes ces choses-là, en fait, ont constitué, disons, pour le public cultivé, une image de Canguilhem qui, évidemment, est beaucoup plus complexe que cela. Alors, ce qui est un objet d'histoire intellectuelle essentiel, je pense, c'est ce moment où les universitaires, qu'ils soient des philosophes ou des philosophes passés à la sociologie, puisque c'est le cas de Bourdieu, Passeron et d'Establet. Baudelot a fait des lettres classiques, le malheureux. Mais qui vont adresser, disons, une critique de fond à l'école, okay, tout en se réclamant de Canguilhem, qui, jusqu'à la fin de sa vie, et la référence de mon collègue Roth à la fin de au milieu de son exposé en témoigne, qui a défendu ce type de position dans l'institution. En gros, Canguilhem est un philosophe institutionnel qui théorise l'institution et qui en fait une arme, alors dans la continuité d'Alain pour une bonne part, une arme contre l'institution elle-même. Mais c'est à l'intérieur du dispositif scolaire que précisément cette opération d'évaluation et cette opération normative, au fond, peut avoir lieu. Alors, évidemment, il y a là un paradoxe assez évident. Canguilhem fut précisément
l'incarnation, je crois, du philosophe-professeur et surtout du philosophe institutionnel, inspecteur général, président de jury d'agrég, auteur de manuels et auteur de cette forme originale dont on parlait ce matin, de recueil de textes, qui est ce par quoi moi j'ai commencé la philosophie en terminale. Et donc, cette, disons, opposition structurale et structurante entre, disons, des philosophes du sujet et des philosophes du concept, pour parler comme Foucault, ou de la philosophie du sujet et de la philosophie sans sujet, pour parler comme Bourdieu et Passeron, un peu avant Foucault d'ailleurs, c'est une opposition que moi j'ai connue sans avoir lu beaucoup de philosophie et surtout sans avoir lu aucune sociologie, puisque quand j'étais en Cagne, au fond, c'était vraiment là le sens pratique. Il y avait une opposition entre ceux qui lisaient Canguilhem et l'histoire des sciences et qui voulaient d'ailleurs faire des maths ou faire de la physique ou faire médecine, bon, qui n'en ont pas fait en général, et puis les autres qui étaient plutôt heideggeriens. Voilà. Donc c'était un truc comme ça qui nous distinguait, et souvent d'ailleurs, comme moi d'ailleurs, nous étions plutôt les provinciaux avec des accents, etc., contre des heideggeriens plus parisiens. Donc avant même de connaître le b.a.-ba de la sociologie, j'étais moi-même logé dans cet espace de confrontation. Mais ce que j'ignorais effectivement à l'époque, c'est que Canguilhem, au fond, a été est le produit de cette institution et surtout son défenseur. Alors évidemment, le tribut que paye Michel Foucault est étonnant. Alors j'ai pris juste pour rire, mais enfin il l'a dit sous d'autres formes. Dans son Radioscopie de 1974 avec Jacques Chancel, Foucault dit « Ce que le savoir institutionnel produisait avant mai 68, c'était moins que rien. » Il dit à un autre moment, ouais, au Collège de France, je suis un minimum d'enseignants. Un minimum d'enseignants. Vous vous souvenez de Pour Marx, bien que vous soyez jeune, Louis Althusser stigmatisant les 130 ans de l'histoire pitoyable de la philosophie française depuis la Révolution. Et Homo academicus de Pierre Bourdieu, et là c'est là que je voudrais peut-être lancer la discussion, Homo academicus de Pierre Bourdieu, qui est la plus brillante analyse du champ de l'université, est fondée sur des données irréprochables, conclut à une opposition structurale entre le pôle de l'institution et le pôle de la recherche. Et je vous pose la question, à la page 112 d'Homo academicus, il y a cette analyse très, très puissante de Bourdieu. Et au fond, si on ne réfléchit pas trop, on peut dire, ben tiens, ça c'est Canguilhem. Alors je cite Bourdieu, « Dominant temporellement et temporairement les occupants des positions de pouvoir, comme les jurys de grands concours ou le comité consultatif, sont dominés du point de vue de la consécration purement universitaire et surtout du point de vue de la notoriété intellectuelle. Entre parenthèses, ils ne sont pratiquement pas traduits. Couverts de lauriers scolaires, ils sont souvent lauréats du concours général, classiques du concours d'école normale ou d'agrégation. Ils sont les produits accomplis de la dialectique de la consécration et de la reconnaissance qui a tiré au cœur du système les plus inclinés et les plus aptes à le reproduire sans altération. De façon générale, ils sont d'autant plus farouchement attachés à l'institution que leur compétence propre est plus étroitement tributaire des conditions institutionnelles de son exercice et qu'ils doivent davantage à l'institution en tant qu'oblats de basse extraction ou issus de l'école, entre parenthèses, fils d'instituteurs. Fin de citation. Et donc là, on voit ici la figure, disons, du professeur attaché à l'institution par opposition à des formes qu'on pourrait dire plus transgressives. Et dans sa conférence de 90, je vais écourter ici ma présentation puisque M. Roth en a parlé. Dans sa conférence de 90, Canguilhem revient sur la figure du philosophe-professeur qu'il oppose, puisque c'est l'actualité. Le malheureux est mort, d'ailleurs, Etchegoyen, ce prof de Cagne d'Henri IV, qui avait aussi un business de conseil aux entreprises. Donc, évidemment, c'était quelque chose qui heurtait un petit peu Canguilhem, par rapport à sa conception même de l'école, où on se mettait à l'abri de ce type, disons, de relations ou de tentations. Alors, et
Canguilhem, très justement, fait remonter cette opposition. Gisèle a parlé de Lasserre et de sa critique de l'université française, fait remonter cette opposition à une sorte, je ne sais pas si c'est une scène primitive, une scène inaugurale dans laquelle, effectivement, le professeur de la Troisième République est stigmatisé comme adhérant complètement à l'institution, adhérant aussi à une vision allemande de la vie intellectuelle, avec les boîtes à fiches, etc., etc., et s'oppose évidemment à l'écrivain créatif. Dans cette conférence, Canguilhem évoque avec malice le jugement porté par Émile Zola sur les hommes de lettres issus de l'école. Je le cite. « Quiconque a trempé dans l'air de l'école en est imprégné pour la vie. Le cerveau en garde une odeur fade et moisie de professorat. Si vous semez des professeurs, vous ne récolterez jamais des créateurs. » Donc cette opposition structurale, c'est une opposition dont j'ai essayé de montrer il y a très longtemps que, étant extérieure à l'université, la construction de l'université française sous la Troisième République se faisant précisément contre le publiciste, le polygraphe, le journaliste et l'écrivain, cette opposition, à partir des années 30, et Nizan est peut-être le meilleur exemple, elle va se situer à l'intérieur même de l'université. Cet changement, pour Canguilhem, justement, il n'est pas seulement, il est bifide, il est double. D'un côté, effectivement, c'est ce que j'ai décrit, c'est la réapparition du philosophe écrivain, d'ailleurs avec des filiations, je veux dire, il y a aussi une filiation entre Alain, Simone de Beauvoir et Sartre, d'un certain côté. Et puis, donc cette critique de l'université qui se répétait, etc. Il y a des critiques très, très fortes de Boutroux dans le texte sur l'agrégation qui est dans le premier tome des œuvres complètes. Et puis, d'un autre côté, il y a évidemment quelque chose qui n'est pas nouveau. D'ailleurs, donc, Canguilhem pense qu'il est caractéristique des années 30, c'est-à-dire le voyage en Allemagne, mais il a été, comme vous le savez aussi, une caractéristique de la Troisième République, puisque Durkheim y a passé 1 an, et Boutroux 2, et beaucoup d'autres ont fait cette année en Allemagne, où ils ont découvert la puissance à la fois scientifique et idéologique de l'université allemande. Et donc, Canguilhem dit l'image du philosophe professeur a commencé à se ternir lorsque, dans les années 30, quelques agrégés de mon âge, les agrégés de son âge, c'est Aron et Sartre, ici, très clairement, sont allés en Allemagne pour y chercher et y trouver ce dont ils regrettaient que nos maîtres nous aient peu ou pas du tout parlé. On sait ce qu'ils ont rapporté, la philosophie de l'histoire, la philosophie de l'existence, la phénoménologie, l'ouverture de la philosophie française, des mathématiques à Gödel. Voilà. Et donc, cette transformation interne, Canguilhem, alors là je suis tout à fait d'accord avec Gisèle Sapiro, Canguilhem effectivement était anti-durkheimien explicite, mais en même temps il a très souvent fait des remarques à caractère sociologique, d'une teneur sociologique intéressante. Il me reste 5 minutes, c'est ça ? Bon, je vais sauter un peu des choses, mais dans cette conférence, et je vais passer à autre chose tout de suite, Canguilhem fait des remarques tout à fait intéressantes autour, disons, des effets sociaux de l'existentialisme. Je le cite, « À l'époque où l'existence a détrôné l'essence, comme le langage l'a fait du sujet, l'histoire de la raison, de l'idéologie, de l'objectivité, a-t-on affranchi le philosophe des exigences jusqu'alors fondamentales de la philosophie ?» qui sont des exigences techniques et d'exigences évaluables, comme l'a dit M. Roth. Et donc, là, on pourrait dire que Canguilhem tacle Sartre. On a célébré l'engagement, dit-il, comme s'il s'agissait d'une invention contemporaine, comme si tous les philosophes étaient de métier en France au début du siècle,
était resté indifférent devant une certaine affaire Dreyfus, autrement dramatique que celle qui agite aujourd'hui quelques journalistes philosophes, l'affaire Heidegger. Et là, on retrouve, je pense, dans cette évaluation critique de la forme sartrienne de l'engagement, quelque chose qui est aussi une forme de défense, disons, de la carrière institutionnelle de Canguilhem. Alors, cette conférence se conclut par une citation empruntée à Épictète. Il conclut ainsi: « Donc ceux qui se disent philosophes, tous en se donnant pour tâche de dévaloriser les chemins par lesquels, à travers les âges, nous est parvenu un message à déchiffrer, ceux qui espèrent le prestige sans souscrire aux obligations, ceux-là, aurait dit l'Épictète des entretiens, commettent une faute. » Voilà. Et je pense que c'était quelque chose de tout à fait intéressant, que cette critique, disons, de ce qu'il appelle les formes contemporaines de l'engagement, dans laquelle on pourrait aussi voir, puisqu'il évoque les nouveaux philosophes, une critique, disons, de la philosophie interventionniste dite des droits de l'homme. Alors, je voudrais, pour finir, évoquer un texte, bon, je laisserai de côté le texte sur l'agrégation, j'en dirai peut-être 2 mots, qui est d'avant-guerre, mais donc c'est le texte très curieux et très dense, en fait, qui est un texte administratif dans lequel Canguilhem se moule dans le style administratif. C'est tout à fait extraordinaire, mais il dit des choses qui ne sont pas simplement de l'ordre de l'administration. Alors, la philosophie comme débouché, c'est une revue, c'est un texte écrit en 1953, publié dans une revue officielle de l'éducation nationale en 1954, et Canguilhem y analyse un phénomène national que j'ai connu aussi au début des années 70, cet intérêt particulier pour la carrière philosophique, donc un débouché. La philosophie peut être un débouché, et cet attrait particulier ou cet intérêt particulier pour la carrière, il donne lieu à une disproportion flagrante entre les besoins de l'éducation nationale, le besoin de la reproduction du corps professoral, et le nombre des candidats au concours. Et là, au fond, Canguilhem va s'interroger en pédagogue, en administrateur, mais aussi en philosophe et peut-être en sociologue, puisque là, il commente des faits sociaux, à cette question. Et ses remarques sont absolument, sont pleines d'enseignements. Et il commence parce que là j'ai été tout à fait intéressé. Hein. J'ai parlé de philosophie du couronnement parce que c'était la métaphore la plus utilisée dans les années du 180, du 190. Et donc j'ai rien inventé, heureusement. Mais Canguilhem nous dit. Hein, alors il y a 4 points que je voudrais souligner. Le premier, c'est enseigner la philosophie, écrit-il, c'est n'enseigner que dans les classes terminales. Ces classes parachèvent, et dans un texte plus récent, il critiquera d'ailleurs le greffe pour avoir voulu enseigner la philosophie aux plus petites classes. Ces classes parachèvent la hiérarchie des disciplines. Donc cette notion de hiérarchie des disciplines, par contre, n'est pas dans, disons, le discours commun des professeurs de philosophie. Alors c'est une notion que Bourdieu reprendra et qu'il thématisera de manière tout à fait intéressante, en la nourrissant sociologiquement, mais là elle apparaît très clairement en 1953. Et ce n'est pas une différenciation fonctionnelle des disciplines, ce n'est pas un système des disciplines, c'est une hiérarchie. C'est-à-dire que les disciplines ont des profils différents. Donc l'enseignement, il fait figure de couronnement, là il reprend la métaphore, et les classes terminales sont plus proches de l'enseignement supérieur, elles en reflètent l'éclat, écrit Canguilhem. Bon, ça ce sont hiérarchie des disciplines, je souligne que c'est vraiment quelque chose d'important et de nouveau. Deuxièmement, et ça c'est tout à fait intéressant pour la question de la pédagogie de la philosophie,
Canguilhem aura l'occasion de s'exprimer de manière identique dans d'autres textes, la licence de philosophie est la plus facile pour un enseignant éveillé ou astucieux. Elle ne requiert ni l'apprentissage d'une technique linguistique ou philologique, comme en langue vivante ou en lettres classiques, ni un séjour à l'étranger, ni un long travail de dépouillement ou la conquête d'une première érudition, comme en histoire. Pour beaucoup d'étudiants, la culture philosophique tient de quoi ? Du paradis artificiel, d'une ivresse de méditation excitée par quelques lectures. On fait de la philosophie, dit Canguilhem, en fumant des cigarettes sur un divan. Hein. Et évidemment, on a cet aspect qui est un des attraits de la philosophie d'après-guerre, hein, sa relation avec, comment disait Giuseppe Bianco, en citant Simone de Beauvoir, ce livre me coûterait 12 cocktails, je choisis les cocktails, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, oui, c'est un livre d'Alain. Oui, et elle choisit les cocktails. Et Canguilhem ajoute, si l'enseignement de la logique formelle, des techniques mathématiques, de l'induction, du calcul des probabilités ou de la statistique économique tenait plus de place dans la licence de philosophie, l'attrait en serait moins vif. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point est très intéressant parce qu'il nous ramène aux valeurs et à la question de pensée pesée, notée, hein, que nous évoquions. Le troisième élément distinctif de l'enseignement de la philosophie, c'est un scrupule particulier des examinateurs lié à la nature de la discipline. Évidemment, je l'avais montré dans mon premier petit livre, la question de l'enseignement de la philosophie dans la République, évidemment, après l'Empire, c'est la question de comment enseigner des divergences et comment faire droit à ce qu'on a appelé, au début de la Troisième République, la liberté du professeur. La liberté du professeur qui doit orienter son enseignement sans précisément le faire échapper à la nécessité de se référer à des valeurs communes. Et donc, qu'est-ce qui fait que le prof de philo est un angoissé, un scrupuleux qui a des doutes? C'est qu'il est impossible de définir ce qui serait une orthodoxie, ce qui serait de bonnes réponses. Et surtout, et ça c'est un thème très intéressant, la difficulté propre à la philosophie, dit Canguilhem, de distinguer un candidat sérieux, type qui a bossé, d'un entourloupeur, hein, et ça c'est très intéressant. Et enfin, il fait une note de conjoncture, c'est le quatrième point, et là c'est vraiment sociologique. Il dit, mais maintenant on pathétise, dans les années 50, dans l'après-guerre, hein, on pathétise plus qu'on ne démontre. Hein, donc le pathos contre le logos. Canguilhem en vient plus précisément, et je finirai là-dessus, parce que c'est un texte hyper administratif, donc il compare le nombre de postes au lycée de Tulle et puis au lycée de Chartres. Enfin bon, il fait son boulot de bureaucrate très très bien. Et Canguilhem, évidemment, le bourru qui transformait les élèves en lapins, comme l'a dit M. Bianco, dit, mais il ne s'embarrasse pas de sentiments, de pathos. Un service public, écrit-il, n'est pas une entreprise philanthropique. Il recrute selon ses besoins. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important, puisqu'au fond, il était, je veux dire, en tant que membre de l'administration, il était en but à des protestations de nombre de ses collègues aussi, souvent enclins à une sorte de démagogie. Enfin, il y a tout cet attrait de toute une génération pour la philosophie. Pourquoi leur ferme-t-on des portes ? Bon. Canguilhem va répondre en administrateur. Il dit au lycée le problème de la philo, c'est qu'il y a un poste par lycée en province. À Tulle, il y a un prof de philo, mais 7 profs de langue. Bon. Vous comprenez. Et puis, il nous arrive, dit-il, de visiter des classes de philosophie en province où il y a 3, 2 ou 1 élève. Je peux vous dire, en Corse, quelquefois, il y en avait 0, et on faisait venir, quand l'inspecteur venait du continent, on faisait venir 2 ou 3 élèves pour faire nombre. Bon, alors, tout ça... Et le thème des classes parisiennes surchargées est démonté d'un revers de main par Canguilhem. Et il dit, bon, le nombre crée la simulation. Et puis de toute façon, on ne trouverait pas de locaux à Paris pour dédoubler les classes.
Voilà. Donc, il y a toute une... je passe là-dessus, vous le connaissez sans doute. En tout cas, ce texte me paraît merveilleux. Donc, il fait de la gestion de postes, comme le ferait n'importe quel administrateur civil au ministère. Il évoque le recul de l'âge de la retraite des profs. Et surtout, la question du public, qui est une question qu'il évoque dans ce texte, une question sur laquelle j'ai fait quelques développements dans mon premier livre, où effectivement la classe de philosophie, la classe où la philosophie est dominante, est dans un état de désaffection croissante par rapport aux autres classes terminales. C'est un thème qu'on retrouve au tournant du XXe siècle, où dans l'enquête de Binet, il y a une réponse qui n'est pas la seule, mais qui était très frappante, c'est « Nous n'avons que le rebut des sciences ». Donc, Canguilhem refuse qu'on fasse de la pub pour... là, il parle lui-même de publicité ou de propagande, du type « Une journée sans philosophie est une journée sans soleil ». Canguilhem dit « Nous ne pouvons pas nous engager là-dedans parce que ce serait ravaler notre discipline au rang d'un moyen utilitaire ». Voilà. Et donc, il y a une enquête très intéressante, le rapport des postes mis au concours et des candidats, qu'il commente en distinguant les candidats réels et les candidats formels qui ne se présentent pas à l'examen, etc., etc. Et donc, tous ces chiffres qu'il reconstitue à partir des données du ministère et en les commentant, il démonte, disons, le discours des gens qui voudraient qu'il y ait plus de postes en disant que les jurys font toujours le maximum. Par exemple, en 1935, disons, il y avait 6 postes pour les hommes et pour les femmes en concours séparés mis au concours, et il y avait 154 candidats, hommes et femmes, toujours pour 2 concours séparés. Je n'ai pas la distribution sexuée pour 1935. Et en 1950, il y avait 10 hommes, 10 postes pour hommes et 4 postes pour femmes, et 238 hommes et 94 femmes inscrites au concours. Et Canguilhem, qui a l'occasion, disons, de travailler au ministère, dit il faut nuancer tout ça, puisque, en fait, on a admis plus de candidats qui avaient de postes. Hein. On a admis en 50 16 hommes et 7 femmes, soit 23. Et les 342 inscrits se réduisent à 297 ayant effectivement composé. Et il dit, ben voyez, c'est un rapport de 1 à 13 en 1950. Ça ne change pas par rapport à 1935 où c'est le même ratio. Et il dit donc qu'on ne peut pas, disons, justifier une générosité particulière par une difficulté plus grande, moins de chances d'accéder à ces postes, puisque le ratio est à peu près constant entre l'avant-guerre et l'après-guerre. Donc, dans cette défense du corps philosophique, on voit Canguilhem à l'œuvre à partir de techniques administratives qu'il maîtrise tout à fait, et pour aussi défendre ici un point de vue sur la philosophie, qui est un point de vue plutôt critique, disons, à l'égard de l'atmosphère existentialiste qui prévaut dans ces années de l'après-guerre. Donc c'était juste pour dire ici que, loin de mépriser ce que ces héritiers, enfin ceux qui ont voulu être ces héritiers, ont largement méprisé, Canguilhem se situe ici au cœur de la machine institutionnelle dans ce qu'elle a de plus bureaucratique, la gestion des postes. Il fait un exposé remarquable de technique, et il associe cette technique administrative à un point de vue normatif sur la philosophie.